vue tout à fait juste aussi entre l'articulation entre droit civil et droit du travail. Il y a eu, il y a 2 ans, un numéro spécial de droit social sur le sujet, fort intéressant, nous ramenant à des débats entre Couturier, Gérard Couturier et Gérard Lioncan d'il y a une 40aine d'années, dont on peut encore mesurer toute l'actualité et toutes les évolutions. Je laisse la parole à Yann Leroy. Merci, bonjour à toutes et tous. Alors les organisateurs de cette journée ont choisi comme titre Jean-Jacques Dupeyroux, la sécurité sociale et au-delà. Et Jean-Pierre Laborde a évoqué à l'instant l'au-delà de la sécurité sociale. Eh bien Jean-Jacques Dupeyroux, il allait aussi au-delà du droit social, au-delà du droit du travail. Et si on veut s'intéresser à l'idée, c'est le titre de notre table ronde, l'idée que Jean-Jacques Dupeyroux se faisait du droit social, évidemment, il est nécessaire de confronter la matière aux autres branches du droit et en particulier au droit civil. Alors, il s'y intéresse aux relations qu'entretiennent droit civil et droit du travail pour préfacer notamment en 1988, dans la revue Droit social qu'il dirige, pour préfacer les actes d'un colloque portant sur ce thème qui, je crois, s'était tenu à Montpellier. Il commence en citant Malraux, lequel disait que dans les moments difficiles, est-on dans un moment difficile, probablement, il faut écouter celui qui en nous est plus grand que nous, et de le paraphraser Malraux donc, en se demandant si, confronté à des difficultés incertaines, le travailliste devait écouter en lui le civiliste. Alors, est-ce à dire que le civiliste serait plus grand que le travailliste ? Plus grand que le civiliste, plus grand parce que le civiliste serait le seul à pouvoir être qualifié de généraliste, même si ce statut semble, dans une certaine mesure, de plus en plus indu. Il est vrai qu'on reproche assez souvent à un travailliste de ne pas connaître le dernier arrêt en droit de la vente, alors qu'on excuse assez facilement le civiliste qui ignore la nature juridique d'une convention collective. Bon. Plus grand le civiliste que le travailliste, peut-être parce que le droit civil est plus vieux, plus ancien que le droit du travail. Ça, c'est incontestable. Le droit du travail, comme d'autres branches du droit privé, a pris progressivement ses distances avec le droit civil, d'où il puise toutefois partie de ses racines, et puisque le contrat de travail, évidemment, était à l'origine un contrat de droit civil. Alors la question posée, c'est finalement celle de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit civil, ou plus exactement celle du particularisme du droit du travail, pour reprendre le titre d'un article publié en 1945 par Paul Durand, qui était alors directeur de la revue, que dirigera ensuite donc de main de maître celui dont on honore la mémoire aujourd'hui. Cette question de l'autonomie, du particularisme du droit du travail, elle a fait l'objet, vous le disiez à l'instant, chacun s'en souvient, de vifs débats parmi les plus grands travaillistes dans les années 70. Gérard Lioncan, Gérard Couturier, pour les citer à nouveau. En tous les cas, cette problématique de l'articulation entre droit du travail et droit civil, entre droit du travail et droit commun des contrats plus précisément, elle n'a jamais disparu et elle ne saurait disparaître. Ce d'autant plus, évidemment la question est toujours d'actualité, ce d'autant plus que le droit commun des contrats, chacun le sait, a connu en 2016 une cure de rajeunissement qui a ravivé le débat sur les relations qu'entretiennent les deux branches. Alors simplement posé de cette façon, nous allons voir que la question des relations qu'entretiennent les deux branches ne peut mener qu'à une impasse, comme l'avait fort bien senti Jean-Jacques Dupeyroux. C'était le titre de son article que j'évoquais pour commencer, Droit civil et droit du travail, une impasse. Alors, il faut croire d'ailleurs que Jean-Jacques Dupeyroux était particulièrement doué pour déceler les impasses, puisque tout à l'heure, lors de la première table ronde, Morane a également utilisé un article qui évoquait, sur un autre domaine, la question de l'impasse. Alors, est-ce qu'il est possible de dépasser cette impasse ? Jean-Jacques Dupeyroux esquisse dans son article quelques pistes, que je vais essayer modestement de prolonger ou d'actualiser. Est-ce qu'il est possible d'envisager les rapports entre droit civil et droit du travail autrement qu'en termes d'opposition ou de domaines respectifs de l'un et de l'autre ?
de penser finalement ces relations en termes de complémentarité. Le droit civil en tant que droit commun influençant naturellement, complétant le droit du travail, qui en retour peut également nourrir le droit commun. Alors on va commencer par cerner l'impasse à laquelle mènent généralement les discussions cherchant à savoir qui du droit civil ou du droit du travail doit s'appliquer dans telle ou telle situation. C'est le cœur de l'article de Jean-Jacques Dupeyroux en 1988. Face à un droit civil qui prône la stricte égalité, historiquement, des contractants, le droit du travail s'est construit pour assurer une certaine protection, à défaut d'une protection certaine, aux salariés, prenant précisément en compte le rapport, par essence déséquilibré, qui naît du contrat de travail. Il y a donc naturellement une quête d'autonomie du droit du travail par rapport au droit civil, ou à tout le moins une volonté d'émancipation par rapport aux mécanismes et aux solutions du droit commun. À ce stade, Jean-Jacques Dupeyroux aurait pu dire, comme il l'a fait à propos de la justice dans un autre article, dans son style si caractéristique, « Qu'est-ce que l'autonomie d'une branche du droit ? Je n'en sais rien, sinon qu'il s'agit d'une notion chewing-gum, d'une parfaite auberge espagnole. » Il l'a dit à propos de la justice, et je me permets de dupliquer à propos de cette notion d'autonomie. Un autre grand maître du droit social que l'on a cité tout à l'heure, Gérard Couturier, s'est-il pas demandé en termes plus feutrés si l'autonomie des champs disciplinaires n'était pas un refuge permettant de faire face, sans les résoudre, aux difficultés du dialogue entre des spécialistes ayant des horizons différents. Parce que, finalement, à y regarder de plus près, d'autonomie au sens fort du terme, c'est-à-dire la situation de celui qui vit en autarcie, sans appel aux règles qui lui sont extérieures, il ne saurait être question lorsque l'on envisage le droit du travail par rapport au droit civil. Il y a des règles, des concepts, des principes qui sont utilisés en droit du travail qui sont issus du droit civil. La force obligatoire du contrat a servi de fondement pour limiter le pouvoir de l'employeur de modifier le contrat de travail, y compris son pouvoir disciplinaire. L'exigence de bonne foi a permis de mettre à la charge de l'employeur une obligation de reclassement du salarié, notamment en cas de licenciement pour motif économique. Rien de surprenant à cela, dès lors que, fondamentalement, droit civil et droit du travail poursuivent le même objectif, qui est de civiliser les relations sociales. Donc l'autonomie du droit du travail, elle ne peut s'entendre que dans un sens plus souple. Le droit du travail emprunte au droit civil, tout en adaptant la règle qui en est issue au milieu dans lequel elle a vocation à s'appliquer, c'est-à-dire au contexte des relations de travail. L'autonomie est donc relative, sélective, faite d'opportunités. Parce que le droit civil a, ou avait à l'origine, en tout cas, pour objet de régir les rapports de droit et non des rapports conflictuels, le droit du travail a adapté les mécanismes du droit civil pour civiliser ces conflits d'intérêts, ces conflits de classe, si on veut encore parler ainsi. Pour reprendre l'exemple de la modification du contrat de travail, on sait que le principe de l'immutabilité du contrat a dû s'accommoder au pouvoir de direction de l'employeur afin que ce dernier puisse imposer un changement des conditions de travail. Les deux branches entretiennent donc des relations complexes, ambivalentes, des relations instables, a-t-il pu être écrit. C'est une sorte de « je t'aime moi non plus » qui s'est instaurée entre droit du travail et droit civil, le premier puisant ou non dans le second selon son intérêt. Le reste n'est qu'une question d'habillage, comme l'avait fort bien perçu Jean-Jacques Dupeyroux. La chambre sociale, parce que c'est d'elle dont il s'agit, ouvrant ou refermant le code civil, selon qu'il sert ou non son raisonnement et la solution à laquelle elle veut aboutir. Je vais en prendre deux illustrations récentes. La Cour ouvre le Code civil, par anticipation même, puisque les nouveaux textes issus de la réforme de 2016 n'étaient même pas encore applicables à l'époque des faits, pour modifier sa jurisprudence en matière de promesse d'embauche et revenir à une position on ne peut plus classique, distinguant offre et promesse. Et puis la Cour ferme le Code civil dans un avis rendu au sujet de l'application du nouvel article 1226 du Code civil, lequel concerne la procédure de résiliation unilatérale du contrat par le créancier, et décide donc de ne pas l'appliquer à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. La Chambre sociale use d'ailleurs, dans le cadre de cet avis, d'une formule assez générale et péremptoire, d'une certaine manière. Les modes de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur du salarié sont régis par des règles particulières et emportent des conséquences spécifiques, de sorte que les dispositions de l'article 1226 ne sont pas applicables.
Cet exemple de la prise d'acte confrontée à la résiliation unilatérale du contrat, elle renvoie clairement à un adage bien connu de tout juriste, Specialia Generalibus Derogant. Le Code du travail rappelle à ce titre que le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun, même si on sait que cette règle ne vise plus que la formation du contrat et non, comme avant la recodification de 2008, l'ensemble des dispositions relatives au contrat de travail. Et puis surtout, le nouvel article 1105 du Code civil affirme avec force que les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales fixées dans le Code civil, tandis que les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Et d'ajouter, les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. Alors, il a été montré combien, s'agissant de la prise d'acte, l'effacement du droit commun au profit de règles spéciales, mais qui sont des règles prétoriennes, était peu justifié sur le plan technique et combien finalement la position de la Chambre sociale ne s'expliquait que par sa volonté de garder la main sur le régime de la prise d'acte et plus largement de consacrer l'autonomie des modes de rupture du contrat de travail. Alors on voit bien qu'il est vain de chercher à tracer une quelconque frontière entre les domaines respectifs du droit civil et du droit du travail, qu'il est vain de chercher un principe directeur, c'est ce que met en avant Jean-Jacques Dupeyroux, permettant de déterminer lequel des deux a vocation à s'appliquer, voilà, parce que finalement on retombe dans une querelle sans fin entre les tenants d'une soi-disant autonomie du droit du travail et puis ceux qui militent pour une application pure et dure de l'article 1105 du Code civil. Et c'est en cela qu'il est juste de parler d'impasse, comme l'avait fait donc Jean-Jacques Dupeyroux. Mais alors comment dépasser cette impasse? En associant plus qu'en opposant les deux disciplines, sans doute. Il est logique, comme on l'a vu, que le droit du travail est emprunté et emprunte encore des concepts au droit civil. Il empruntera sans doute encore d'autres concepts au droit civil depuis la réforme de 2016. On peut penser à la cession de contrat de travail, par exemple. Pour reprendre les mots de Jean-Jacques Dupeyroux, la discipline mère lègue naturellement une sorte de capital génétique de concepts et de catégories à la discipline qui est née en elle. Ce sont là finalement des relations normales de parents à enfants. Alors s'il est peut-être plus original parce que moins naturel, moins spontané que la branche nouvelle puisse influencer la branche dont elle s'est séparée, ces relations à contre-courant, et Jean-Jacques Dupeyroux l'avait aussi bien relevé, existent bel et bien. Ils ne constituent pas des cas isolés. Après tout, les parents apprennent aussi de leur progéniture. Paul Durand l'avait d'ailleurs relevé en son temps, en montrant combien les innovations du droit du travail, à leur naissance, pouvaient nourrir le droit commun. Et plus tard, on se souvient que c'est à partir du contrat de travail qu'a été utilisée la technique de la suspension par laquelle le juge s'est reconnu le droit d'écarter la résolution du contrat lorsque l'impossibilité d'exécution n'est que momentanée. On sait aussi que si l'engagement unilatéral, longtemps banni en droit commun, a fait son entrée, certes discrète, et encore contestée dans le Code civil à la faveur de la réforme de 2016, l'œuvre de la Chambre sociale qui a élaboré un véritable régime de l'engagement unilatéral de l'employeur n'y est certainement pas pour rien. Et puis demain, qui mieux que le droit du travail pourrait inspirer un droit commun de la rupture unilatérale des contrats à durée indéterminée, qui imposerait le principe d'un préavis raisonnable, voire une motivation de la rupture. Ce faisant, on voit que le droit du travail vient au secours du droit civil en lui permettant de se renforcer en tant que droit commun. Le droit du travail n'a d'ailleurs évidemment pas l'exclusivité de ce phénomène de feedback, et on sait bien que le droit de la consommation, pour ne citer que lui, a également pu infléchir le droit civil. C'est en tout cas le signe que les relations entre droit commun et droit spécial ne sont pas univoques. Et le droit civil, en tant que droit commun, s'il voit s'échapper de lui tout ce qui se spécialise, eh bien, en retour, les droits spéciaux, dont le droit du travail, viennent le raffermir, le consolider. Et plus avant, c'est la notion même de contrat qui s'en trouve élargie. Si l'approche classique individualiste libérale qui définit le contrat comme la rencontre de volontés de deux parties de force présumées égales, comme l'instrument d'un échange purement économique qui se formerait et s'exécuterait dans un seul instant, si cette approche-là n'a pas disparu, s'y ajoute aujourd'hui une conception plus actuelle qui reconnaît que le contrat peut être le lieu de pouvoir, de l'inscription d'un pouvoir d'une partie sur l'autre. Qui mieux que le contrat de travail, lui qui institue le pouvoir de l'employeur sur le salarié, peut être la preuve de ce phénomène. D'une stricte égalité entre les parties contractantes, l'on passe alors à la reconnaissance des inégalités entre les parties consacrées en droit commun lors de la réforme de 2016 avec la figure du contrat d'adhésion.
Une conception du contrat aussi plus actuelle qui reconnaît que la fonction de celui-ci ne se limite pas à créer des obligations ayant pour objet une prestation d'essence économique. Non, le contrat donne également naissance, au-delà de ses obligations, à d'autres effets relevant davantage d'une norme juridique. Obligations de loyauté et de sécurité en sont, en droit du travail, de parfaites illustrations. Et puis une conception plus actuelle du contrat qui reconnaît que celui-ci s'inscrit souvent désormais dans la durée, ce qui nécessite d'admettre une certaine flexibilité de son contenu. En droit du travail, on peut à nouveau renvoyer à la distinction entre modification du contrat et changement des conditions de travail, ou songer à l'admission sous condition de clauses de mobilité ou de variabilité de la rémunération. Alors, s'il était original de voir le droit du travail venir au secours du droit civil, il peut être encore plus surprenant que le droit civil puisse être convoqué pour voler au secours du droit du travail dans sa fonction historique de protection des salariés. Parce que les temps changent, le droit du travail se libéralise quand le droit civil se socialise. Alors dans cet esprit de collaboration entre les deux disciplines, on peut tenter de mobiliser les nouvelles dispositions civilistes qui visent à protéger la partie faible au contrat, obligation précontractuelle d'information, extension du vice de violence à des situations d'abus de l'état de dépendance. Bien entendu, si le contrat de travail peut être qualifié de contrat d'adhésion, on peut réputer non écrites les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. On peut aussi utiliser les ressources du droit civil pour contrer le plafonnement des dommages et intérêts en cas de licenciement injustifié, ou imaginer d'autres chefs de préjudice en invoquant le droit à une réparation intégrale du préjudice. On peut encore davantage recourir à la notion de bonne foi dans le champ de la négociation collective et au stade de l'exécution ou de la rupture du contrat. On peut même envisager de convoquer la force obligatoire du contrat pour s'opposer aux effets des accords de performance collective dont les dispositions sont censées se substituer de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail. Voilà, alors en retenant cette approche, droit civil et droit du travail apparaissent main dans la main au service de la protection de la partie faible, ce qui permet de dépasser l'impasse que décrivait il y a plus de 30 ans Jean-Jacques Dupeyroux. Avec une limite toutefois pour conclure, si un jour le droit du travail devait avoir massivement besoin du droit civil pour assurer la protection des travailleurs, si un jour il ne pouvait plus assumer ce qui constitue non pas sa seule finalité, mais sa finalité première, existentielle, alors c'est sans doute sa raison d'être qui serait évidemment en question. Merci beaucoup. Débat un peu apaisé maintenant sur ces relations entre droit civil et droit du travail, débat plus constructif de l'un vers l'autre, le droit civil pouvant effectivement combler des trous ou aménager des aspects du droit du travail et vice-versa. La prise d'acte finalement n'a été que le démarrage de ce qui a été retenu dans le Code civil s'agissant de la résiliation, de la résolution unilatérale du contrat. Ce n'est qu'une reprise de ce qui a été fait dans la prise d'acte. Donc débat apaisé. Il n'en est peut-être pas de même s'agissant des conflits collectifs. Je donne la parole, si j'ose dire, à Jean-Emmanuel Ray, qui en est un petit peu dépourvu ce matin.